Très bien. Alors, de quoi s'agit-il déjà quand on fait une lecture de sujet? Je pense qu'il peut être bon de se demander quel est le but de l'exercice. C'est assez marrant, mais comment on dit? Ça serait la lecture de sujet élémentaire. Ça serait de se demander grosso modo qu'est-ce qu'on cherche à faire. Ça nous donnera quand même un peu l'idée des réponses qu'on est censé donner. Par exemple, je sais pas, si je vois qu'une suite est censée converger et que je vois qu'elle est majorée, je me dis, ça se trouve, elle va être croissante et majorée, et ça va me permettre de pas trouver qu'une suite est décroissante. Enfin, ça serait quand même dommage. Ce genre d'ambiance-là, quoi, grosso modo. Donc là, visiblement, il y a une suite de fonctions qui est définie. Donc c'est des fonctions qui sont toutes polynomiales. C'est des fonctions, voilà. On pourra calculer quelques exemples, par exemple. Ici, on peut tout de suite faire des petits calculs. C'est quelque chose que je vais faire assez systématiquement, en fait, dans ma lecture de sujet. S'il y a un nouvel objet, pour éviter de craquer, f1 de x, ça vaut ça. f2 de x, ça vaudra x plus 2x carré, etc. Et donc, il est question de fn de x égale 1 et de u1. Donc voilà, ça c'est des trucs, c'est sur la fonction fn. Mais après, ce qui se passe, c'est que, effectivement, l'objet principal de l'exercice, c'est ce un qu'il y a là. Parce qu'en fait, vous voyez que partout dans la suite du sujet, on va chercher à déterminer des propriétés de un. Là, on nous demande de démontrer qu'elle est décroissante. Là, on nous demande de démontrer qu'elle est convergente. Et sa limite, il la note L. Et si vous regardez un peu plus bas, donner finalement la valeur de L. Donc en fait, si on doit faire un espèce de speedrun du sujet, on va dire, c'est en fait les gens costauds vont oublier 1, 2, 3, 4 et vont se dire que la seule question, c'est on prend une suite de fonctions fn, on définit la suite un comme une suite de solutions de l'équation fn de un et fn de x égale 1, et il faut démontrer que cette suite, elle converge et calculer la valeur de sa limite. Donc là, c'est pour les costauds, pour les gens qui sont musclés. Arrêtez, regardez aucune question intermédiaire, et allez-y tout droit. Vous avez une fonction fn, vous prenez la suite un définie par l'unique solution de fn de x égale 1, vous démontrez 1 que la suite converge, et 2 calculer la valeur de sa limite. Nous, on va le faire en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 questions intermédiaires. Donc si c'était un live d'Oljeune les matins de CG de d'habitude, on aurait une question. Et quand je vous dis, oui, j'ai pris un exercice et j'ai contracté tout en une seule question, ici, ça aurait été 14 questions contractées en une seule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur une lecture de sujet? Donc, du coup, je continue toujours dans ce genre d'ambiance-là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, si on est en difficulté, je vais commencer par traiter ce cas, quand même par égard par les personnes qui sont pas forcément extrêmement à l'aise et capables de traiter 14 questions en une seule, c'est de se demander en fait quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser. Alors voilà, fn strictement croissante, bon, je peux me marquer vite fait ici dérivée, je vais changer de couleur, mais c'est juste pour essayer de montrer quelques possibilités, d'accord? Dérivée, voilà. Déduire que machin possède une seule solution, il existe une unique solution. Donc là, peut-être se sentir le petit théorème de la bijection, on peut déjà noter ça. C'est ce que j'appelle les arbres où il n'y a pas trop le choix, en fait. Exprimer fn plus 1 de x en fonction de fn de x, on verra sur le moment. En déduire que fn plus 1 de un est plus grand que 1, ça dépend sûrement de la précédente, donc je peux rien dire. Après, utiliser les variations de fn plus 1 pour conclure que la suite un est décroissante. Là, par exemple, il y aura déjà des choses à faire. Parce que comme là, on nous dit que un, c'est l'unique solution de fn de x égale 1. En fait, quelque chose qu'il faut faire apparaître en bonne place sur le sujet, c'est que fn de un égale 1. Et donc, moralement, je n'ai pas d'informations sur un, mais j'ai des informations sur fn de un. Et donc, pour démontrer ici que un plus 1 est plus petit que un, pour un n donné, on va se permettre, en fait, de démontrer que f de un plus 1, fn, par exemple, est strictement plus grand que fn de un. Alors, là, j'aurai une équivalence, en fait, ici, parce que la fonction fn étant strictement... Alors non, j'ai mis plus grand, mais c'est plus petit. La fonction fn étant strictement croissante, j'ai une équivalence entre a plus petit que b et fn de a plus petit que fn de b. Voilà. Ce genre de choses-là. Donc c'est des méthodes classiques en fait. À la place de comparer les éléments, on compare leurs images et on s'appuie sur un argument de stricte monotonie pour enlever le f, ce genre de choses-là. UN est convergente, donc Didier effectivement qui dit décroissante et minorée, donc on a déjà cette idée-là. Ici, ça sera le théorème de la limite monotone que je vais appeler TLM ici.
On peut continuer. Ici, la somme des x puissance k. Bon, bah là, c'est le cours, hein, d'accord, ici. Ensuite, la somme des k x puissance k-1. Cette égalité-là, là aussi, si on connaît très bien son cours, on se rappelle que pour passer de là à là, quand on parle dans le cours de CG de série géométrique dérivée, eh bien, pardi, que faut-il faire? Il faut dériver. Donc, on va sûrement se permettre de trouver ce résultat par un argument de dérivation, ici. Dérivé. Donner alors une expression sans symbole somme de fn de x. Alors, on va se demander quel est le rapport, en fait, entre ça et fn de x. Donc là, par exemple, je vais me demander le rapport, petit truc comme ça. C'est relié de quelle manière à fn de x? Ça sera la première question que je me poserai. Au pire, je bloque, mais bon, peu importe. Voilà. Non, non, Guy Larrey. Salutations. Non, on n'a pas traité 14 questions, en fait. Je disais que on aurait pu traiter l'exercice en une seule question et qu'on va le faire en 14. Et là, je fais juste une petite lecture de sujet en expliquant que dans beaucoup de questions, c'est des arbres à une seule branche. Et donc, du coup, il faut qu'on avance à partir de là, quoi. Mais on peut déjà noter des choses pour pas oublier les arguments. Enfin, ça serait dommage de s'éclater parce qu'on a oublié de citer une hypothèse ou un théorème. Voilà. Déterminer U2 puis en déduire si n supérieur ou égal à 2, que 0 plus petit que UN plus petit que 1,5. Donc ça a l'air d'être une espèce de potentiel d'initialisation, et là, potentiel récurrence. Donc je vais mettre peut-être récurrence ici. Je vois un pour tout n, donc je me sens plus. Hein, de toute façon, là, c'est énorme ambiance. Récurrence pour interrogation. En déduire des limites. Là, pareil, essayez de me dire, mais vous venez à la question 4A de produire quoi? C'est quoi le rapport entre ce qu'on vient de produire à la question 4A et le fait qu'on me demande une limite à la question 4B? Il n'y a pas non plus 1000 possibilités. Ça se trouve, on se plante. Mais on n'a pas beaucoup de possibilités non plus, quoi. Voilà, exactement. Donc, a priori, hein, voilà, c'est théorème d'encadrement. Exactement. On va essayer de se débrouiller pour dire que UN puissance n est coincé entre deux trucs, voilà, tout simplement. Après, en venant à la définition de UN, montrer quelque chose. Alors là, je suppose qu'il va falloir combiner pas mal d'infos, quoi. Et ensuite, donner finalement la valeur de n. Pareil, en fait, là, je peux encore deviner ce qu'il faut faire la question D, même si j'ai absolument rien suivi. J'ai quelque chose qui est valable pour tout n plus grand que 2. Que diable pourrais-je faire pour trouver la limite? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi, j'ai un truc qui est vrai pour tout n plus grand que 2. Voilà, Vince, exactement, c'est un passage à la limite, d'accord? On va faire tendre n vers l'infini. Exactement. Voilà, c'est ça. Là, on va faire tendre n vers plus l'infini dans le résultat de la question 4C, et on espère obtenir une équation vérifiée par L. Ben, à peu près, oui, tu peux penser à l'idée du point fixe, parce que c'est la même chose. Tu vois, le fait que tu aies, pour une suite récurrente, un plus 1 est égal à f de un, ce qu'on fait, c'est que moralement, on fait faire tendre n vers l'infini de chaque côté. À gauche, ça tend vers L, et à droite, ça fait limite de f de un. Pourvu que f soit continu, ça fait f de limite de un, et donc ça fait f de L. Mais l'idée de base, avant même le point fixe, c'est le passage à la limite. Et ici, on combine un argument de passage à la limite et de continuité pour avoir le théorème de point fixe. Alors ici, c'est pas une suite récurrente, donc c'est pas ce qu'on va faire, mais c'est toujours l'idée, quoi. Voilà. Pas trouver le jour de l'épreuve. Mais oui, mais c'est bon, c'est fait. Maintenant, Félix, c'est fait. Maintenant, tu peux te dire, voilà, j'aurais su faire, et ça ira. Oui, Gabriel, c'est le sujet de 2025, c'est le premier exo qui était donné lundi 18 avril 2025 de 14h à 18h. Ça paraît tellement facile maintenant. Ben oui, en fait, ça va être l'enjeu de la prépa, d'arriver non seulement à découvrir les notions, à acquérir un peu de recul dessus de manière à les faire tourner, et arriver finalement à trouver ça facile. Mais il faut avoir suffisamment d'expérience pour se dire, maintenant ça va, c'est comme dans du beurre. Mais le problème, c'est que on peut être pris par le temps en fonction de la vitesse à laquelle on a avancé, en fonction de son aisance en mathématiques, etc. Et voilà, mais celui-là, en tout cas, voilà, je prétends qu'on peut le faire dès aujourd'hui, en tout cas que mes élèves peuvent le faire dès aujourd'hui, et que c'est d'excellentes révisions. Finalement, c'est des révisions sur les fonctions, les suites, sur les sommes aussi, et sur les limites de suite. Donc c'est vraiment tout public, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là et pas des trucs compliqués. Oui, Vince, on va tout rédiger, donc voilà. Gabriel, les notions de deuxième année interviennent dans d'autres exos? Oui. En fait, je sais pas si vous avez regardé ce que j'ai mis sur l'espace numérique de travail.
mais vous pouvez regarder qu'à chaque exercice, que ce soit d'EDEC, d'EML ou d'Ecricom, je vous ai mis le pourcentage de notions de questions accessibles en première année. Et si vous faites la moyenne de tous ces pourcentages, vous tombez sur quelque chose entre à peu près 50%. Donc ça veut dire qu'il y a une question sur deux d'un sujet, EDEC, Ecricom, EML, qui est abordable dès la fin de première année, si vous voulez. Normalement, aux vacances d'été, vous pouvez traiter une question sur deux. C'est-à-dire vous avez les outils conceptuels pour traiter une question sur deux. Voilà, exactement. Exactement. Bon, mais voilà, normalement, on a bien fait le sujet, mais j'essaye d'insister sur le fait que il y a déjà beaucoup à en tirer, d'accord, de la connaissance du cours, de l'expérience, de se demander qu'est-ce qu'on me demande et quelle méthode j'ai. C'est le préliminaire, en fait, de connaître ces choses-là. Une monotonie d'une fonction, on va dériver. Démontrer qu'une équation admet une seule solution, théorème de bijection, je sais. Donner la valeur de U1, bon ben du coup, on va pouvoir la trouver directement, etc., etc., quoi. Voilà. Eh bien, allons-y, on va faire ça tranquillement. On n'est pas lundi de 14 à 18h, on n'est pas en situation d'examen. Je vais remettre les questions au fur et à mesure. Je vais faire ça par petits blocs, comme ça sera très clair. Et puis on va avancer. Alors je vais reprendre le début là, je vais reprendre le préliminaire sur la fonction fn. Alors faisons le truc. Démontrer que fn est strictement croissante sur 0,1. Donc c'est très mal, la variable n n'est pas introduite. Normalement c'est démontrer que pour tout n dans n étoiles, fn est strictement croissante sur 0,1. Alors on a dit dériver, mais vous savez quoi, on va faire preuve d'originalité. Ici j'ai absolument pas besoin de dériver pour dire que c'est une fonction strictement croissante. C'est une somme de fonctions qui, par le cours, sont toutes strictement croissantes. X est strictement croissante. Après, il y a 2x carré qui est strictement croissante, 3x cube est strictement croissante, nx puissance n est strictement croissante. Ce ne sont que des fonctions de cours strictement croissantes. Donc je peux aussi écrire ça, d'accord? Alors pour éviter de faire des rédactions bancales et de croire que les choses sont vraies s'il y avait un signement ici, ok, dérivons. Mais c'est juste pour dire, déjà, il y a au moins deux solutions. On va expliquer que la fonction fn, elle est polynomiale, donc c'est un mot-clé. Ça va nous servir aussi pour les fonctions à plusieurs variables, de repérer que les expressions sont polynomiales, parce que ça nous donne toute la régularité qu'on veut. Donc la fonction fn est polynomiale, donc dérivable sur R. On aurait pu dire dérivable sur R, calculer la dérivée sur R, elle a récupéré dans 0,1, mais bon, il a défini que sur 0,1. Donc dérivable sur 0,1, et pour tout x dans 0,1, et on espère tomber sur quelque chose de positif. Alors on peut le faire avec les points de suspension, mais bon, pourquoi pas. On va dire que fn' de x, et je vais dériver directement la somme. Alors, c'est une somme finie, donc je peux parfaitement en calculer la dérivée en dérivant chacun de ces termes. La dérivée de f plus g, c'est f' plus g', et puis par récurrence, on peut obtenir ça. Et du coup, la dérivée de k x puissance k, ça va nous donner du k carré x puissance k-1. Il n'y a pas de problème de premier terme, puisque le premier terme, c'est le x, il va se dériver en 1. Donc il n'y a pas de terme qui disparaît. Et ça, je vais dire que, concrètement, alors c'est strictement positif. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer ce truc-là. Alors, je pourrais virer ça pour montrer que c'est directement strictement positif. Ou alors, ce que je fais, c'est que je dis finalement que c'est 1 plus la somme de k égale 2 à n, potentiellement vide, pour n égale 1, des k carrés x puissance k-1. Et comme ça, je suis tranquille. Et ça devient strictement positif assez clairement. J'ai juste plus de place pour le mettre, c'est tragique. On va décaler ça. Donc là, je m'applique, c'est le début de sujet, le correcteur ne me connaît pas. Il faut que je lui montre que je fais les choses proprement. Donc ta. Et donc je vais dire donc fn est strictement croissante sur 0,1. Strictement croissante sur 0,1. Et je vais répondre aux questions. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Strictement croissante sur 0,1. Alors pour la petite histoire, si la dérivée avait été strictement positive seulement sur 0 ouvert, 1 fermé, ça donnait aussi
une fonction strictement croissante. C'est un théorème du cours sur le chapitre 2, je crois, pour mes élèves. Si vous avez une dérivée qui est strictement positive, sauf en un nombre fini de points, il n'y a pas de problème, hein, ça reste strictement croissant. Là, il y a déjà, c'est ce que j'appelle les questions de présentation. Il faut faire bonne impression. Et donc, il y a déjà... Enfin, tout le monde va la réussir, cette question. Mais tout le monde va faire une impression assez différente, en fait. Et ça, j'en parle justement dans la petite formation sur laquelle il y a une promo aujourd'hui. Je vous remets l'énorme encart là, de promotion. Ça dure jusqu'au 8 mars. Et je parle de toutes ces problématiques-là, de justement comment on fait bonne impression devant un jury, comment on exploite un rapport de jury, gestion du temps, gestion du brouillon, etc. Là, la question 1A, c'est présentez-vous. C'est important. Voilà. Alors allons-y. Question 1B. En déduire que l'équation fn de x égale 1 d'inconnu possède une seule solution. Alors, soit vous croyez qu'on peut résoudre ça, grosso modo, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Soit vous croyez qu'une équation de degré n, vous arrivez à trouver un x explicite de telle manière à ce que x plus 2x carré plus 3x3 plus nx puissance n égale 1, bah, soit vous dites que vous ne trouverez jamais ce truc-là dans la grande majorité du temps, et donc il va falloir se taper un bon vieux théorème de la bijection. Salut, c'est l'astuce. Donc on y va, hein. Moi j'y crois pas, hein. Très honnêtement, là c'est peut-être, je manque de foi, mais a priori on n'arrivera pas à trouver une racine d'un polynôme de degré n quelconque, et donc on va se lancer dans un théorème de la bijection. Alors on y va. Fn est strictement croissante sur 0,1, donc ça on va le répéter. Donc on va dire... alors, je vais encore mettre mon soit n dans n étoile, mais je suis d'accord d'après Guy Larrey qu'on n'aurait peut-être pas été obligé. D'accord, je vais considérer une fonction, soit n dans n étoile, et je vais essayer de rassembler les informations. Alors f est polynomiale, donc elle est aussi continue, strictement croissante, il me restera à calculer ce qu'elle vaut en 0 et ce qu'elle vaut en 1, et puis l'affaire sera réglée, hein. Donc je vais faire une liste à puces, d'accord, pourquoi pas. Je vais dire que fn est strictement croissante. Donc dans mes solutions, j'aime pas trop faire ça, je trouve que c'est pas très élégant sur la mise en page. Mais d'un côté, le jour du concours, si vous avez 3 hypothèses à présenter, bah faites 3 tirets, au moins ça rassure le correcteur qui se dit qu'il y a 3 trucs à vérifier sur son barème, avec un peu de chance il y a aussi 3 tirets, et donc bah, ça lui fait comprendre que vous avez fait le job, quoi. Donc voilà, je vais citer ma question, d'après 1A, 2, là je vais dire que Fn, elle est polynomiale, ou je peux dire aussi dérivable, donc continue. Je vais remettre polynomial donc continu, parce que ça me fait plaisir d'écrire polynomial. Voilà. Mais les deux arguments fonctionneraient. Polynomial permet de déduire continu, tout comme polynomial implique dérivable implique continu. Donc continu sur 0,1 ici. Et enfin, puisque le théorème de la bijection est un raffinement des valeurs intermédiaires, et qu'on veut que 1 admette un antécédent, ben encore faut-il que 1 soit une valeur intermédiaire. Donc intermédiaire entre quoi? Ben entre f de 0 et f de 1. Alors il nous reste à calculer f de 0 et f de 1. Donc on peut dire que f de 0, alors là peut-être que ça serait sympa d'avoir l'expression de fn, et je vais la faire réapparaître tranquillement ici. Je vais le caler, le petit fn de x, allez on va le mettre là, il sera bien, il sera tranquille. Donc f de 0, bah, si je remplace x par 0, il n'y a pas de problème, hein, les exposants sont tous strictement positifs, donc f de 0 égale 0. Et de l'autre côté, f de 1, ça va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Donc ça va faire la somme de k égale 1 à n d1. Et en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est pas de la calculer. Alors je peux dire que c'est nn plus 1 sur 2, mais enfin, je vois pas pourquoi je m'embêterais à faire ça. Je vais dire que c'est plus grand que 1. Et donc, rappelez-vous, hein, mon but, c'est pas de faire le malin en calculant des sommes. Mon but, c'est de dire que 1, la valeur dont je prétends qu'elle est prise une unique fois par fn, il faut que ça appartienne à l'intervalle d'extrémité f de 0 et f de 1, et c'est bel et bien le cas ici, puisque j'ai démontré que f de 1 était plus grand que 1. Et voilà ma troisième hypothèse. Et donc là, ben on est sur orbite, hein, strictement croissante, continue, valeur intermédiaire. On va dire ainsi, d'après... je fais une connerie? Ah, bien vu. Merci, Ça y est, encore, c'est parti. Coquille, on va la mettre en jaune.
Terrible comportement de votre professeur. D'après le théorème de la bijection, tac, 6. Eh bien, je vais expliquer que l'équation oui, tu l'as vu, Guy Larrey? Je sais pas si tu l'as vu dans les rediffs, mon petit encart là qui arrive avec le petit. J'en suis assez fier en fait. Il apparaît pas mal. Hein. C'est vrai que c'est vraiment c'est un peu le plat de résistance de ces lives là. Fn de x égale 1. Admet une unique solution sur 0,1. Admet une unique solution sur 0,1. Et si je sais pas quoi écrire, je paraphrase l'énoncé. Hein. Je veux dire, là je suis en roue libre. Sur 0,1. Je fais une connerie? Ah, merci. Oui, il y a des Fn partout, ouais. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il s'est barré. Fn, 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 Fn. Ah, vous voyez, il est réapparu quand même là. Hein. Ouais, Flutter Wondershine, il y a peut-être un peu de ça. Hein. Il y a peut-être un peu... S'il n'y a pas de coquille, il n'y a pas d'encart. Mais s'il n'y a pas d'encart, il n'y a pas de petits effets spéciaux. Ouais. Ouais. Très bien. Donc on va mettre ça en valeur. Et puis après, il nous donne donner la valeur de U1. Alors visiblement, si n égale 1, on a quelque chose de potable. Et donc on va y arriver. Alors on l'avait fait d'ailleurs sur le sujet un peu plus tôt. Hein. Si Fn de x est la somme des kx puissance k, bon ben F1 de x c'est x. Donc là, on va juste l'expliquer. On va dire pour tout x dans 0,1, on va dire qu'on sait qui est F1. F1 de x, c'est x. Et donc si on cherche l'unique antécédent de 1 par la fonction qui a x associe x, bah c'est 1. Je vais dire ainsi, on a donc... je vais dire que F1 de 1 est un antécédent. Alors, bon, je pourrais raisonner par équivalence, mais on a donc... Oui, bon, en fait, je vais faire comme si je n'avais pas fait la question 1b. F1 de x égale 1 équivaut à dire que x égale 1. Et donc, U1 égale 1. Voilà. C'est l'unique antécédent de 1 par la fonction identité. Et on va pas s'embêter plus, quoi. Voilà. Exactement. Et on pourrait le faire aussi pour n égale 2, hein, pour se rassurer, pour le petit frisson, est-ce qu'on arrive à faire pour n égale 2? Mais je crois qu'on nous le demande plus tard. Donc je vais faire réapparaître la suite du sujet, pour qu'on puisse à peu près faire un point où on en est. Je vais essayer de descendre, je vais essayer de continuer à descendre sur le truc, plutôt que de remonter à chaque fois jusqu'en haut. Donc voilà, on en est là. Et on va faire... Alors, je vais peut-être remonter un peu, mais ce qu'on a, c'est que la suite Fn est strictement croissante, et on a cette suite d'antécédents de 1, et on en a calculé une des valeurs, quoi. Voilà. Et donc on continue, et on va se consacrer à cette première partie-là. Alors on va se rappeler un peu de ce qu'on avait mis sur la lecture du sujet, et je vais faire réapparaître encore une fois la définition de Fn par-dessus, ou juste à côté en tout cas. Alors allons-y, pour tout réel x de 0,1 exprimé machin, alors on va écrire, là je vais le faire directement, il n'y a pas de phase de recherche parce que ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que vaut Fn plus 1 de x, et puis je vais voir comment ça se passe, est-ce que j'arrive à faire apparaître Fn de x ou pas. En fait, on va voir que ça tombe comme un fruit mûr. Hein. Donc allons-y, si je regarde que vaut Fn plus 1 de x, du coup c'est une somme qui va de k égale 1 à n plus 1 des k x puissance k. Et si je veux faire apparaître ce truc-là, la seule chose qui reste à faire, c'est d'isoler le terme en k égale 1, ce que je vais faire allègrement. Je vais dire que c'est n plus 1 x puissance n plus 1 plus la somme, de k égale 1 à n des k x puissance k
Et donc, je reconnais allègrement n plus 1 x puissance n plus 1 plus fn de x. Et voilà, là, c'est quasiment trop détaillé, mais bon, je pense qu'on aurait pu se dispenser de la ligne d'avant, hein, ça donne ça. Donc pareil, en se demandant qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'on me demande, qu'est-ce que j'ai, ben j'ai ça, qu'est-ce qu'on me demande de faire apparaître ça, ben on voit qu'il suffit de larguer un terme de la somme et que c'est plié, quoi. Le plus long dans ce cas, c'est une rédaction correcte. Oui. En fait, c'est pas long. Comment dire? Ça paraît long ce que j'ai écrit parce que je l'écris là sur la tablette graphique, que je m'applique de manière à ce que ça soit lisible, que ça soit joli. Mais le jour du concours, en fait, là, il y a même pas de temps de recherche. C'est encore une fois ce que j'explique dans ma petite formation là sur l'épreuve écrite là-haut là. C'est que ces questions-là, en fait, on peut se permettre de s'appliquer sur la rédaction, d'autant plus qu'il n'y a pas de temps de recherche, en fait. On a juste à écrire. Et en fait, ça va prendre 2-3 minutes, pas plus, quoi. Eric, je suis remonté tout en haut, juste pour te montrer. On est sur le sujet d'EDEC 2025, sur le premier exercice. On a fait une lecture de sujet, là, je te mets ça, si tu veux mettre en pause à un moment donné, comme ça, tu auras une vue du sujet en intégralité. Et on a traité déjà... alors, notre suite de fonctions, on a montré que toutes les fonctions étaient strictement croissantes, que 1 était un unique antécédent dans 0,1. Et là, on est en train d'étudier une suite implicite. Et petit à petit, on va choper son sens de variation et sa convergence, dont on sent très bien qu'elle va découler du théorème de la limite monotone. Voilà, t'as ça. Donc là, j'avais traité les questions 1, 1b, 1c. C'était que du classique, c'était allé très très vite. Et puis 2a, là, on est en train de traiter la question 2 tranquillement. Donc nous, la donnée, si tu veux, la seule chose qui te manquerait, c'est que, je vais peut-être mettre les résultats obtenus. Nous, on a que Fn est strictement croissante, et on a que Fn de Un égale 1. Ça, c'est très important. Fn de Un égale 1, c'est la définition de la suite Un qui nous donne ça. Donc ça, c'est nos deux résultats, et là, tu peux suivre la question 2 normalement directement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Fn plus 1 de Un est plus grand que 1? Bah, nous, on a un truc qui est vrai pour tout x dans 0,1. On nous parle de Fn plus 1 de Un. Que diriez-vous de remplacer le x par Un ici, ici et là? Ça serait quand même vachement sympa. Donc pareil, arbre à une branche, j'ai démontré un truc pour tout x. Dans la question d'après, il n'y a plus de x, mais il y a Un. Bon, ben, on remplace x par Un en essayant quand même de dire que Un est bien dans 0,1 et qu'on a bien le droit de remplacer x par Un. Je pourrais pas remplacer x par 2, par exemple. Donc on va dire ça, on va dire soit n dans n étoiles. Et là, je veux dire que comme Un appartient à 0,1, eh bien j'ai le droit d'appliquer le résultat de la question précédente avec x égale Un. Donc là, je veux dire ça par définition. Je ne vais pas dire par définition. Je vais dire on a, d'après... Et je vais toujours citer ma question, hein, je vais dire d'après 2a. Et là, c'est parti. Je vais dire que Fn plus 1 de Un, ça nous donne n plus 1 Un puissance n plus 1 plus Fn de Un. Et là, c'est très important d'avoir bien annoté son sujet parce que Fn de Un, la définition, c'est que ça vaut 1. Un, c'est l'unique antécédent de 1 par Fn. Donc ça veut dire que Fn de Un égale 1. Et donc, bah, ça fait n plus 1 Un puissance n plus 1 plus 1. Bah, c'est donc plus grand que 1. Voilà. Et ça termine notre petite question 2b. Pareil, alors ça rapporterait pas forcément beaucoup de points et ça ferait pas forcément beaucoup la différence, mais c'est vite fait, bien fait. Hein. Bon appétit, Guy Larrey. Oui, c'est la grève des quantificateurs. Continuons. Utiliser les variations de Fn plus 1 pour conclure que la suite Un est décroissante. Donc là, je vais réexpliquer ça encore parce que c'est vraiment un point important. En fait, nous, on veut démontrer, notre but, c'est démontrer que pour tout n dans n, et cette fois, je vais le faire, parce que pour démontrer qu'elle est décroissante, j'ai besoin d'une information qui est vraie pour tout n. Donc là, je vais le faire allègrement. Parce que là, ça serait incorrect, logiquement, cette fois, de ne pas mettre un pour tout n. C'est le fait que cette inégalité soit vraie pour tout n qui va me donner la décroissance de la suite. Dire que si je dis que la fonction est croissante, ça implique que f de Un plus 1 est plus petit que f de Un.
Ça, c'est la définition d'une fonction croissante. Et on me disait à la belle époque que les éléments et leurs images sont rangés dans le même ordre. Mais si la fonction est strictement décroissante, j'ai l'énorme luxe d'avoir ici une équivalence, pourvu que f soit strictement croissante. Et donc l'avantage est immense, c'est que pour comparer f de un, pour comparer un plus 1 et un, merci Jo, pour comparer un plus 1 et un, je ne vais pas comparer les éléments, je vais plutôt comparer leurs images sur lesquelles j'ai des informations. Et donc on voit que c'est terminé, puisque ça vaut 1. Et ça, on vient de démontrer que... Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ok, nous c'est fn de un plus 1. Mais en fait, c'est pas par fn. Il nous dit utiliser les variations de fn plus 1. Donc on va plutôt composer par fn plus 1 ici. Donc fn plus 1 est strictement croissante. Là, pareil, ça va nous donner du fn plus 1 est strictement croissante. Et donc ma légende est complètement éclatée. C'est dans l'autre sens qu'il faut faire ça. Fn plus 1 de un plus 1, ça vaut 1. Et ça, on vient de démontrer que c'est plus grand que 1. Et donc en fait, la démonstration, elle tient juste dans la période de recherche. Donc je réexplique encore une fois le mécanisme. Pour démontrer que un plus 1 est plus petit que un, je peux me permettre de démontrer que leurs images par fn plus 1 sont rangées dans ce même ordre. Parce que j'ai la réciproque, parce que j'ai une stricte croissance. Sauf que à gauche, ça donne 1, et de l'autre côté, ça donne un truc de plus grand que 1, et donc c'est bon. Eh bien allons-y, essayons de rédiger ça proprement du coup. Donc, mais ça c'est quelque chose d'important, d'accord? S'il y a des questions, je réexpliquerai, mais en fait, étant donné que la suite elle est définie un par ses images, je suis très content de pouvoir raisonner sur les images elles-mêmes. Donc là, on y va. Donc la question 2c, je vais dire pour tout n. Donc je vais rédiger à l'envers. Hein. Je vais dire que pour tout n dans n étoiles, je vais expliquer que fn plus 1 de un, il est toujours plus grand que fn plus 1 de un plus 1. Pourquoi? Parce que ça vaut 1, ici. Donc ça, c'est la définition de un plus 1, comme l'unique antécédent de 1 par la fonction fn plus 1. Et ça, on a démontré, ici, en fait, que c'était plus grand que 1. En fait, l'inégalité est vraie parce que fn plus 1 de un est plus grand que quelque chose qui vaut 1 d'après la question 2b, en fait. Une façon de faire, c'est juste de reconnaître que ce 1-là, on peut l'exprimer comme fn plus 1 de un plus 1, finalement. Donc voilà, c'est pas forcément très habilement rédigé, mais bon, pour tout n dans n étoiles, je dispose de cette égalité. Ça passerait hein, sur une copie, encore une fois, l'important c'est de mettre les bons arguments en bonne place. Là, j'ai pas fait une très belle phrase, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, par contre, je vais être rigoureux, je vais dire donc, par stricte croissance et argument important, donc je vais le mettre en couleur, par stricte croissance de fn plus 1 sur 0,1, les éléments un et un plus 1 appartenant à 0,1, ce qu'il faudrait que je mentionne, mais bon, je vais pas le mentionner, et bien je vais dire que les antécédents sont rangés dans le même ordre. Donc je vais dire que un est plus grand que un plus 1. Et comme j'ai démontré que pour tout n dans n étoiles, on avait un est plus grand que un plus 1, et bien ça me permet de conclure que la suite considérée est décroissante. Donc on va mettre ça en évidence. un dans n étoiles est décroissante. Allez, bam. Couleur, maestro. J'ai dit quoi? Oui, décroissante. Comme ceci. Ok. Et donc, que nous reste-t-il à faire? La convergence, a priori. Donc, démontrer que la suite UN est convergente. Et donc là, pareil, il y a les énormes warnings du concepteur du sujet qui nous a vraiment pris pour des faibles. En découpant à ce point-là. Donc UN est décroissante, démontrer que la suite UN est convergente, on se doute qu'il faut qu'on démontre que la suite UN est bornée.
Alors pourquoi LTL borné? Il faut peut-être remonter à la définition si vous vous rappelez plus exactement comment est défini UN. Mais si vous regardez ici, on nous dit que par définition même, UN est un élément de 0,1. Donc UN est borné. Je vais faire minorer. Donc, déduire que la suite UN est convergente, je vais dire par définition, je vais dire que la suite UN dans n étoiles, je vais dire que cette suite-là, elle est minorée. Donc, je vais mettre ici minorée par 0 est minorée par 0. Comme UN est aussi décroissante d'après la question précédente, qui s'appelait 2C, d'après moi. Comme UN est aussi décroissante d'après 2C, eh bien on va dire que UN converge d'après le théorème de la limite monotone. Voilà. Converge d'après le théorème de la limite monotone. Voilà. Comme ceci. Très bien. On va juste se contenter de ça. Alors après, cela dit, la chose intelligente à dire, si on avait dit qu'elle était bornée, d'accord, si la suite elle était comprise entre 0 et 1, on aurait tout de suite pu dire que la limite, elle, est aussi comprise entre 0 et 1. Alors c'est vrai que cette information ne figure pas dans le sujet, et je pense qu'on va le payer à un moment donné. Hein. C'est-à-dire que là, on note elle sa limite. Sur le sujet, je vais quand même noter elle dans 0,1. Je pense que ça va servir, cette information-là. Hein. De juste dire qu'on a une limite réelle, ça me paraît un peu faiblard, quoi. Donc on aurait pu dire borné aussi, tu vois, pour pouvoir conclure à ça en plus. Voilà, si je dois faire du zèle, ça serait pour ça, quoi. Alors on va continuer tranquillement. Donc on a une suite de fonctions bizarroïdes, polynomiales, on a démontré qu'elle était strictement croissante, on a démontré que 1 admettait un unique antécédent par Fn, et là on a réussi à démontrer que cette suite, qu'on appelle une suite implicite, elle est décroissante, minorée par 0, et donc elle converge. Donc c'est pas mal. Maintenant, il va être question de calculer la limite L. Alors là, on a des questions qui sont encore indépendantes, parce qu'en fait, on va revenir sur ce Fn de x égale la somme des cas x puissance k. Donc allons-y. Mais dit, machin, c'est Fn de machin égale 0. C'est vrai qu'on a grandi aux solutions de l'équation machin égale 0, et là, il nous choque profondément avec une solution de Fn de quelque chose égale 1. Mais bon, on va s'en remettre. Alors 3a, rappeler la formule donnant la somme. Vous voyez, c'est quand même, ils sont sympas les mecs. Hein. Il y a des concepteurs de sujets agressifs qui font des sujets qui ont pour objet de vous déboussoler en un minimum de temps. Ce genre de personnes là. Mais il y en a d'autres qui se disent « Ah, les pauvres, ils sont stressés, il faudrait quand même les mettre à l'aise, c'est le premier exercice, on va leur mettre un truc de première année, on va leur donner des points. » quoi. Bon, génial. Hein. Donc pour tout x dans R privé de 1, je vais remettre mon petit pour tout n dans n étoiles, et je vais donner cette formule qui, à mon époque, était quand même donnée en première, hein, et je pense qu'elle est encore donnée en première, la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q, de raison X ici. Alors attention, vais-je me tromper? Va-t-il y avoir une coquille? 1 moins X puissance nombre de termes sur 1 moins X. Et le premier terme est 1, donc je n'ai pas craqué. Alors faisons 3b maintenant, maintenant que c'est fait.
pour 3b, effectivement, on avait parlé dérivation, hein, c'est ce que disait Félix. Donc, allons-y, on va dériver. En fait, on va expliquer que les fonctions... Donc là, je vais dire soit n dans une étoile, encore une fois, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et là, il va falloir que je sois assez méticuleux. Je vais dire que les fonctions... En fait, je vais dire que j'ai envie de dériver de chaque côté. Mais avant de dériver, il faut que je dise que ce soit dérivable. Et si je dis dérivable, il faut que je dise dérivable sur quoi? Alors peut-être que c'est pas attendu en ECG, mais j'aime pas faire des maths au rabais, c'est prendre les gens pour des cons, et je déteste ça. Donc je vais essayer de faire les choses proprement autant que je le peux. Donc je vais dire que les fonctions qui a x associent la somme de k égale 0 à n de x puissance k, et la fonction qui a x associe du coup l'autre, je vais dire qu'elles sont égales, et donc qu'elles ont même dérivé, en fait. C'est ça l'ambiance. Donc là, je vais dire les fonctions comme ça. Je vais dire définies sur R privé de 1. Je vais dire que je les définis avec ça comme ensemble de départ. Je vais dire qu'elles sont égales. Donc ça, c'est la première qualité, déjà. Sont égales d'après 3A. Et dérivables. Et donc, dérivable, la dérivabilité, c'est sur un intervalle que c'est défini. Donc, je vais dire que c'est dérivable sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. Voilà. Et là, c'est pour éviter après des problèmes. Il faut se rappeler que toutes les bonnes propriétés qu'on a grâce à la dérivée, elles sont essentiellement... C'est pas juste on a propriété sur la dérivée. C'est, par exemple, si la dérivée est aussi une constante sur un intervalle, alors on peut faire quelque chose. Mais si c'est pas un intervalle, il y a beaucoup de problèmes. Donc, voilà. Donc, les fonctions, elles sont égales. Elles sont dérivables. Donc, leurs dérivées sont égales. Donc, est égal d'après 3, et dérivable sur machin. Et donc, pour tout x dans R privé de 1, il n'y a plus qu'à dériver de chaque côté. Alors allons-y, dérivons. Alors du coup, la dérivée, ici, ça va donner la somme de k x puissance k moins 1. Et faites attention ici. Alors on peut mettre 0, mais la plupart du temps, je mets 1, et effectivement, dans l'énoncé, ils mettent 1. La raison pour laquelle on commence de 1 ici, c'est qu'on sait très bien que le terme constant, le terme en k égale 0, quand on dérive un terme constant, c'est un terme nul. Donc en fait, moralement, il disparaît. Donc si je me dis qu'il disparaît, j'ai aucune raison de faire croire qu'il est là, alors que c'est 0 fois quelque chose. Donc k égale 1 à n, donc j'ai dérivé à gauche, et du coup, à droite, c'est la dérivée d'un quotient, et donc là, je me fends de mon bon vieux u'v moins uv' sur v carré. Donc allons-y, attention, on va peut-être éviter l'encart coquille. Donc le u', v, et c'est le manque de place instantané. C'est terrible ce qui se passe. Donc on va décaler ça. On va décaler aussi ce gentilhomme ici. U'v moins... Bon, le v' il vaut moins 1, donc on va accélérer. Sur v carré. Oui, Flutter Wondershy, c'est ça. C'est qu'en fait, si on part de k égale 0, on joue avec le feu, en fait. On joue avec le feu, et j'aime pas ça. Donc, autant retirer les termes nuls, c'est une bonne pratique. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que c'est ce qu'on veut? Ok, ils veulent qu'on développe, d'accord. Effectivement, du xn plus 1, j'en ai là, et on va les rassembler. Mais vous savez quoi? Plutôt que de développer, je vais plutôt me contenter de recopier ce qu'il faut qu'on trouve, en m'assurant que c'est pas complètement déconnant. Donc, du x puissance... un x puissance n. Ah mais oui, mais... Foutre Dieu.
U' V plus V', et j'ai fait un échec de dérivée d'un monôme. C'est tragique. C'est tragique. Tragique. Merci, et merci Mehdi. Merci Monsieur Selmis aussi qui avait vu la douille. En fait, c'est toujours la même chose. Quand les calculs sont assez faciles, je regarde le chat en discrétion, j'ai envie de répondre aux questions en même temps, mais il faut que je me concentre en fait. Les calculs ne peuvent se faire que si on est... Enfin, en tout cas, chez moi, j'arrive qu'à les faire que si je suis concentré sur le truc, et j'arrive très bien. Mais là, c'est vrai que ça... De toute façon, vous connaissez l'encart coquille. Heureusement, vous êtes là pour sauver les meubles. Donc là, j'ai recopié ce qu'il fallait qu'on trouve. D'accord, c'est ce que je ferai le jour du concours. Hein. Et j'essaierai de vérifier ensuite que c'est bien juste. Donc le moins n plus 1 x puissance n, c'est issu de ce terme-là avec le développement. Ensuite, il y a du n plus 1, puisqu'il va y avoir du moins et du moins. N plus 1 moins 1, donc ça simplifie, ça fait juste du n, il n'y a pas de problème. Et puis après, le plus 1 qu'il y a là, c'est le 1 qu'il y a là. Donc en fait, même si vous faites des erreurs, étant donné que là, les résultats sont donnés directement dans l'énoncé, on peut se permettre, entre guillemets, d'en faire, puisqu'on va être rattrapé par le concepteur, quoi, grosso modo. Voilà. Et donc, ça sert à quoi ce genre de formule-là ? Pour les élèves, là, qui sont, pour mes élèves, pour les rares élèves qui regardent ce live, je dirais que on a vu dans le cours la série géométrique dérivée, et en fait, il suffirait de passer à, quand n tend vers plus l'infini à gauche, donc vous auriez ici la somme de 1 à plus l'infini de k x puissance k moins 1, et vous passeriez aussi ici à la limite quand n tend vers plus l'infini, et par croissance comparée, dès lors que la valeur absolue de x est strictement plus petite que 1, ça sort, il vous reste du 1 sur 1 moins x au carré. Et on pourrait démontrer la formule que vous connaissez sur la somme des termes, enfin la somme de la série géométrique dérivée une fois. Et si vous voulez la somme des termes de la série géométrique, dérivée deux fois, vous dérivez en une nouvelle fois, vous passez à la limite quand n tend vers plus l'infini, et puis vous aurez encore une fois. C'est la seule manière de faire les choses proprement pour éviter de dériver une somme infinie de fonctions, ce qu'on n'a absolument pas le droit de faire, entre guillemets. On n'a pas les outils pour le faire en ECG. Alors remontons. Rappelez la formule somme d'x puissance k. Comment fait-on pour obtenir la somme des k x puissance k-1 ? On dérive de chaque côté par 10. Et ensuite, donner alors une expression sans symbole sigma de fn de x. Encore faudrait-il qu'on se rappelle ce qu'est fn de x, mais je vais le faire apparaître ici, pour qu'on s'en rappelle tous. Alors on se dit, quel est le rapport entre ce truc-là et ce qu'on nous a donné ? C'est juste fois x, quoi. Il suffit que je multiplie par x de chaque côté, je vais tomber sur fn de x. Donc fn de x, c'est x fois le truc de droite. On va faire. Voilà, faisons. Donc là, on y va. On va faire ça. C'est la question du coup 3D, si... Oui. Non, 3C. J'ai pété un plomb. 3C. Je vais dire que pour tout x... dans 0, 1, alors le seul point d'attention, c'est qu'effectivement... c'est pour tout x dans 0, 1 ouvert, parce que pour x égale 1, c'est quand même fâcheux, on diviserait par 0, ce serait très malheureux. Pour tout x dans 0, 1, on va expliquer que fn de x, c'est x fois la somme de k est égale à 1 à n des k x puissance k moins 1. Et donc que d'après la question 3b, ça va faire 7 immondices multiplié par x, quoi. Bon Dieu, c'est parti. Je vais l'écrire en tout petit. J'ai pas envie de tout décaler. C'est passé. Divisé par 1 moins x puissance 2. Blâme. Et blâme. Et je vais faire les rappels nécessaires, parce que là, on est un peu au bout. Il faut avoir l'énoncé en tête. Alors, ceux qui ont suivi le live depuis le début auront sûrement plus de facilité, mais je vais quand même vous permettre de reprendre en plein milieu si jamais vous venez d'arriver. C'est quand même sympa. Donc, qu'est-ce que c'est U2 ? Pour déterminer U2, on va se rappeler la définition de U2, c'est ce que je rappelais à Gabriel. C'est que F2 de U2, ça vaut 1. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'unique solution de F2 de x égale 1. Et que vaut F2 de x ? Là, je vais reprendre encore une fois, pour la 1000e fois, l'expression qui était donnée par l'énoncé.
c'est la somme des k x puissance k. Donc c'est x plus 2x carré, etc., etc. Donc en fait, c'est ça, fn de x. Donc du coup, je vais juste résoudre une équation du deuxième degré. Normalement, ça va bien se passer. Là encore, on est vraiment en pantoufle. 4a. Donc je vais dire que pour tout x, dans 0, 1, et je vais résoudre l'équation. Je sais qu'elle admet une unique solution. Je vais résoudre f2 de x égale 1. Je vais résoudre ça par équivalence, tranquillement. Donc je veux dire que ça équivaut à dire que x plus 2x carré égale 1. Du coup, je veux dire que ça équivaut à dire que 2x carré plus x moins 1 égale 0. Et donc là, je peux me fendre d'un discriminant, mais c'est absolument inutile parce que je repère qu'il y a une racine évidente ici, qui est moins 1 en l'occurrence. Donc ça fait, je vais pas oublier le coefficient dominant, ce serait quand même dommage, ça fait 2 facteur de x plus 1 facteur de x. Et là, il faut que 2 fois 1 fois quelque chose soit égal à moins 1. Donc j'ai pas le choix. Il faut que je mette un moins 1,5 ici. Égal 0. Et donc, ça me permet d'avoir tout de suite les racines, sans faire de phrases, de delta, de discriminant, de je sais pas quoi. Ça équivaut à dire que x appartient, qu'est-ce que je dis, à moins 1 et 1,5. Sauf qu'en fait, si je regarde ici, x, il est dans 0,1. Donc je peux dire, comme x appartient à 0,1, je peux dire qu'on obtient, je peux dire que f de x égale 1 équivaut à x égale 1,5. Finalement, j'ai éliminé le cas moins 1 qui n'est pas réel en fait. Et donc U2 égale 1,5. Et je vais baisser ce truc-là parce que c'est trop quiché, là, ça me stresse. Bam. On va baisser ça ici, voilà, de l'air. Donc, U2 égale 1,5. Tiens, c'est marrant d'ailleurs que je dis c'est trop quiché, ça me stresse. Parce que c'est un conseil que je donne, même si vous écrivez extrêmement mal. Si on arrive à distinguer, en fait, le moment où vous introduisez vos variables, vous sautez une ligne, vous faites le calcul, c'est bien aligné, vous ressautez une ligne, vous écrivez, et vous mettez en valeur le résultat, vous pouvez avoir une écriture qui est terrible. Pour moi, ça s'appelle bien présenter. Je serais contente de lire votre copie, parce qu'en fait, je sais comment les arguments sont disposés. C'est important d'aérer. Quand il y a des gens, ils me font des pataquès, là, c'est vraiment... c'est épais, quoi. J'ai envie, ça m'assèche la gorge, en fait. J'ai envie de boire. Voilà. Alors, en déduire que si n est supérieur ou égal à 2, 0 plus petit que un plus petit que 1,5. Et... alors là, c'est un peu la question que j'ai pas très envie de faire, parce qu'effectivement, vous avez cette idée de raisonnement par récurrence. Potentiellement, je sais pas s'il y a une récurrence. Ce qui me, voilà, Folter-Wanderscheid. Ce qui m'éloigne de la récurrence, c'est que contrairement aux suites récurrentes où j'ai un plus 1 égale f de un, j'ai pas tellement de relation de récurrence entre un et un plus 1. Alors, effectivement, on a d'autres solutions. Et avant de se ruer sur des récurrences dégueulasses, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on connaît sur la suite UN? Si on n'a pas de suite de récurrence, qu'est-ce qu'on a eu? Et là, il faut remonter la tête à la question 2, et en fait, on voit que UN est une suite décroissante. Et donc, c'est instantanément fini. Étant donné que UN est un élément de 0,1, mais de toute façon, elle est plus grande que 0, étant donné que UN est décroissante, et que U2 vaut 1,5, ben en fait, c'est terminé, quoi. Donc, on va faire ça. Oui, Hicham, exactement, il dit « La présentation de la réponse est un élément essentiel de la rédaction mathématique ». En fait, c'est marrant parce que les élèves pensent qu'il s'agit souvent de forme. Mais en fait, une bonne rédaction, une bonne forme, c'est la traduction d'un bon fond. Et en fait, si logiquement c'est bien compris, ça devient possible de disposer les éléments graphiquement d'une manière cohérente. Et souvent, les gens se disent « Ah oui, mais c'est juste la rédaction, c'est pas grave, j'avais compris ».
Non, c'est pas ça en fait. Je dis pas, je critique pas seulement la forme, je dis que la forme n'est pas représentative d'un fond qui est correctement compris. Et c'est très important, je ne pourrais pas plus approuver, quoi. Donc voilà, j'avais mis récurrence, d'accord, volontairement, dans la lecture de sujet ici. Je mettais récurrence pour interrogation, mais dites-vous qu'on n'a pas tellement de relation de récurrence et qu'on peut se demander finalement comment on peut obtenir un encadrement sur UN. Alors on pourrait se dire, ben, peut-être que pour obtenir ça, il suffirait de dire que on pourrait aussi voir ça comme ça. Rappelez-vous, Fn est strictement croissante, donc on pourrait se dire que Fn de 0 plus petit que Fn de UN plus petit que Fn de 1,5 par exemple. Peut-être qu'on arrivera à démontrer ça. Et étant donné que Fn est strictement croissante, on arriverait à revenir à cet encadrement-là. Alors on y arriverait, hein, je pense. Fn de 0, ça fait 0, Fn de UN, ça fait 1, et Fn de 1,5 pour n plus grand que 2, ça fait 1 plus un terme qui est strictement positif, et je pense que ça gagne aussi, d'accord? C'est une deuxième manière de faire. Mais là, bon, il y a UN qui est décroissante, donc tous les chemins mènent à Rome, on va prendre le plus court, je vais parler juste de la décroissance de la suite, d'accord? Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée de se dire, si j'ai une suite récurrente, je veux bien faire une récurrence pour les encadrements, mais si j'ai une suite implicite comme définie comme unique solution de Fn égale quelque chose, c'est pas les éléments que je veux comparer, c'est leurs images par Fn. C'est ça l'astuce, en fait, quand on a des fonctions strictement monotones, ce qui est très souvent le cas. Donc, continuons. Je vais dire ainsi. Puisque la suite UN, elle est décroissante. Ici, je vais mettre ça en couleur, c'est cadeau. D'après la question 2C, je vais toujours citer, hein, c'est important, j'en parle à nouveau pour cette formation-là, mais citer les questions, c'est de manière complète. Au moins, le correcteur sait que vous utilisez les bonnes hypothèses au bon endroit. Là, c'est facile, donc c'est pas obligé. Mais quand c'est des sujets difficiles, horribles, que vous ayez la question 7C, la question 2A, etc., dans un certain ordre, je pense que ça vaut quand même quelque chose. Donc ainsi, puisque UN est décroissante d'après 7C, eh ben, je vais tout de suite conclure que quel que soit n dans 2 plus l'infini, je veux dire que UN est plus petit que U2 égale 1,5 est plus grand que 0. Et le plus grand que 0, il vient du fait que UN, les termes de la suite UN sont tous compris entre 0 et 1. Encore une fois, c'est la définition même des éléments de la suite que je pourrais rappeler et que je ne rappelle pas. Voilà. All right. Voilà. Donc la suite, effectivement, on l'avait pressenti dans la lecture de sujet. Je vous disais, qu'est-ce qu'on va faire d'un encadrement, sachant qu'on nous parle d'une limite à la question suivante? Enfin, je veux dire, il n'y a pas le choix. Hein. C'est très probablement un théorème d'encadrement. Et donc, effectivement, on va mettre tout ce beau monde à la puissance n. On va expliquer qu'on peut garder le sens des inégalités parce qu'on compose par une fonction croissante sur R+, en tout cas. Et ensuite, on passera à la limite allègrement, et puis on sera tranquille. Donc, on va faire ça. Question 4b. Donc, c'est parti. La limite de UN puissance n, encadrement. 4b. Je veux dire que pour tout n, alors je vais me placer pour n plus grand que 2, pour tout entier n plus grand que 2, je veux dire que la fonction x associe x puissance n, je veux dire qu'elle est croissante, important, sur 0, 1,5, ça suffit largement. Je peux dire R+, si j'ai envie, mais là, j'ai pas envie. Donc je veux dire qu'elle est croissante sur 0, 1,5. Et donc, d'après la question 4a, eh bien je vais dire qu'on a 0 plus petit que UN puissance n, plus petit que 1,5 puissance n. Sauf que ça tend vers 0, rédaction un peu sauvage, mais largement acceptée, m'a-t-on dit à l'oreillette. Donc d'après 4a, 0 plus petit que UN puissance n, plus petit que 1,5 puissance n, qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Cela puisque
la valeur absolue du terme que j'ai mis à la puissance n est strictement plus petit que 1. Et donc, par encadrement, ou par théorème d'encadrement, moi je vais quand même dire que c'est un théorème, parce que c'est un théorème après tout. Théorème d'encadrement. Eh bien, la limite de n... Non, perdu. La limite de un puissance n est nulle. Et je crois qu'il nous en demande une deuxième. C'est la limite de n un puissance n. Ouais. Eh ben, soit, on va tout multiplier par n. Donc, on y va. On va dire 2 plus. Pour tout entier n, plus grand que 2. On va repartir en fait de cet encadrement-là, et je vais juste tout multiplier par n de chaque côté. Donc je vais avoir 0, plus petit que n un puissance n, qui est plus petit que n fois 1 demi puissance n. Alors là, je vais mettre un petit point. Oui, théorème des gendarmes aussi. Je connais les deux. Moi, je dis souvent le théorème des gendarmes, c'est au lycée, et après, en prépa, on dit plutôt théorème d'encadrement, parce que ça fait un peu plus sérieux que théorème des gendarmes, mais c'est vraiment comme vous voulez. De toute façon, on comprend très bien ce que vous avez fait de ce côté-là. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de n puissance 1 demi puissance n égale 0, puisque quoi, du coup? Il faudrait que ça tende vers 0, puisque on va écrire là, et donc on va pouvoir conclure, à nouveau, par théorème d'encadrement, je conclurai que la limite est nulle, quoi. Mais il me manque le puisque, là. Bam, recherche. À nouveau, qu'est-ce que j'écris, mon Dieu? Par théorème d'encadrement, je vais mettre par encadrement. Je vais dire que la limite de n un puissance n est nulle. Tac. Ouais, alors croissance comparée, double croissance comparée. C'est possible de faire quelque chose comme ça. Je peux dire que 1 demi fois n 1 demi puissance n moins 1, si je veux faire un peu du zèle, est le terme général de la série. C'est juste pour faire des rappels de cours, d'accord? Encore une fois, on peut mettre par croissance comparée si vous voulez. Mais là, je vais faire un truc un peu sympa. Et le terme général de la série géométrique dérivée, cette série-là, 1 demi de somme des n 1 demi puissance n moins 1. Et là, je pourrais dire qui converge. Puisque valeur absolue de 1 demi est strictement plus petit que 1. Voilà. Donc c'est pas forcément le plus, c'est pas forcément le plus élégant, mais je peux aussi essayer de le vendre en tant qu'élève qui n'a pas envie d'appliquer des théorèmes qui ne sont pas trop démontrés. Croissance comparée, on peut le faire, on peut l'écrire, mais croissance comparée, c'est un théorème quand même qui coûte un peu parce que il faut gérer la fonction exponentielle et tout. Alors ça se démontre les croissances comparées, hein. Mais en fait, je disais plutôt, on a fait quasiment la démo. Parce que le fait que la série géométrique dérivée converge, on a fait la démo quasi ici. J'expliquais en fait que si x était plus petit, si on prend x égale 1 demi, si vous voulez. Ah mais non. C'est tragique les gens. C'est pas une démo.
Parce que si je prends x égale 1,5, moi j'allais dire ça tend vers 0 par croissance comparée, ça tend vers 0 par croissance comparée, et donc du coup, oui, ça converge. Mais si j'utilise les croissances comparées pour démontrer que la série géométrique dérivée converge, mais en fait c'est lamentable. Donc il faudrait pas faire comme ça, quoi. Alors après, effectivement, on n'est peut-être pas obligé de passer par là. En fait, pour démontrer que la série géométrique dérivée, une fois, converge, on pourrait utiliser une comparaison de séries à termes positifs. Et effectivement, Hicham me propose une manière de régler le problème, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est super. Merci beaucoup, Hicham. C'est très joli, cet encadrement-là. Enfin, voilà comment on pourrait s'en sortir sans croissance comparée si on le voulait. On pourrait parler du terme général d'une série convergente, et cette série convergente, on pourrait démontrer qu'elle converge sans passer par le calcul explicite de la somme des sommes partielles, parce qu'on a ce très puissant comparaison de séries à termes positifs. Voilà, encore une fois, c'était pas exigé ici, mais je profite du fait qu'on a un peu de temps pour nous faire un petit tour de circuit sur les chapitres les plus récents de première année, ça peut toujours être utile, quoi. Très bien. Et donc, on est presque au bout. Alors, vous savez quoi, je vais faire réapparaître la question 4 en intégralité. Puisque là, on a donc des limites qui sont clairement c'est des questions auxiliaires, hein. On sait qu'il va falloir assembler tous les morceaux. Pour l'instant, 4B est le morceau de quelque chose qui va forcément intervenir plus tard. Pour l'instant, en revenant à la définition de UN, montrer pour n plus grand que 2 l'égalité machin. Donc là, ils me disent d'où partir, donc je vais obtempérer. La définition de UN, rappelez-vous, c'est Fn de UN égale 1. Donc là, je vais dire pour tout n, dans n étoiles, je sais que 1, c'est Fn de UN. Maintenant, qui était Fn ? Fn, c'était une somme. Mais je ne vais pas utiliser l'expression sous forme de somme, parce qu'il n'y a pas de somme. Donc je veux utiliser une autre expression de Fn, et précisément une expression de Fn qu'on avait trouvée ici. Donc c'est la seule solution, puisque moi j'ai pas de somme, donc pourquoi utiliserais l'expression sous forme de somme ? Bonne soirée Didier. Tac. Perdu. Pan. Voilà. Donc ça, c'est le résultat qu'on avait trouvé la dernière fois, sauf qu'en fait, il faudrait que je remplace... Alors du coup, c'est pas celui-là, je vais pas pouvoir faire un énorme copier-coller horrible, parce qu'il faut que je remplace le x par un partout où il apparaît. Mais tant pis pour moi. C'est parti, donc on va tout remplacer. Ça va faire un fois la somme, fois le quotient, pardon, et là on est parti, n un puissance n plus 1, moins n plus 1 un puissance n, là on est rassuré, hein. On voit un puissance n, c'est fantastique, plus 1. Et enfin, on va avoir du 1 moins un au carré. Donc ça, c'était d'après la question 3C. Hop, ici, question 3C. Est-ce qu'on est loin du compte ? Ah non, on est vachement bien là, on est sur orbite là. Parce que le UN, visiblement, ils l'ont multiplié au numérateur, puisqu'il y a du n puissance n plus 2, et le dénominateur, ils l'ont dégagé à gauche, a priori. Donc on va faire ça. Donc je vais dire donc, je vais multiplier de chaque côté par 1 moins un carré, donc ça va me donner 1 moins un carré à gauche, et à droite, je vais développer le un qu'il y a là, et l'énorme parenthèse qu'il y a juste là. Ah, merci Mehdi. Merci. Effectivement. Tac. J'ai mis pour tout n dans n étoiles, je n'ai pas lu l'énoncé, c'est très mal, c'est pour tout n plus grand que 2. Donc là c'est parti. Merci beaucoup. Encart coquille, es-tu là ? Il est là. Pour tout entier, n plus grand que 2. Et c'est parti. Ne divisons pas par 0. Évitons ce genre d'infamie. Ça fait n un puissance n plus 1, plus 2, moins n plus 1 un puissance n plus 1, et après plus un. Et du coup, il ne reste plus qu'à laisser ces deux termes là où ils sont. Le un, on fait passer de l'autre côté, et là, on développe par identité remarquable.
Et donc, du coup, bah, il n'y a pas un double produit. En fait, il va apparaître 3 fois à cause du UN qu'il y a là. Et bah, c'est tout. En fait, je vais juste recopier ce qu'on me demande. Identité remarquable, moins 2 UN, moins UN, donc moins 3 UN, plus 1, est égal à N UN plus 2, UN puissance N plus 2, moins N plus 1, UN puissance N plus 1. Voilà. Et donc pour terminer, on l'a vu aussi à la lecture du sujet, si on vous demande de démontrer que quelque chose est vrai pour tout n plus grand que 2 et que d'un seul coup il est question de limite, eh bien probablement qu'on a fait tendre n vers l'infini, peut-être avec une manipulation préalable, mais en tout cas il va être question de passer la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc nous on sait que un converge vers L, donc par opération sur les limites, ça va converger vers L carré moins 3L plus 1. Et ici, eh bien justement, c'est là qu'on va essayer de faire apparaître nos éléments de la question 4b. Donc je vais faire juste une toute petite manipulation préalable pour faire apparaître les termes ici dans le terme de droite, et je passerai allègrement la limite quand n tend vers plus l'infini, et on sera sur orbite. Donc 4D. Ben, du coup, on est reparti avec un pour tout n pour tout entier n plus grand que 2. Le terme de gauche, je vais le laisser tranquille. Je vais dire d'après, du coup, la question précédente. Je vais la citer tranquillement. D'après 4C. Je vais dire que un carré moins 3un plus 1. Je vais dire que c'est un carré fois n un puissance n moins un fois n un puissance n moins un fois un puissance n, grosso modo. Et en fait, mon intention, c'est de faire apparaître les termes ici qui tendent tous vers 0. En fait, ce mec-là tend vers 0, ce mec-là tend vers 0, ce mec-là tend vers 0. Et puis ces gens-là, en fait, ils tendent tous vers une limite finie, quoi qu'il arrive. Donc ça fait L carré fois 0, moins L fois 0, moins L fois 0. Et donc du coup, ça tend vers 0, en gros, à droite. Donc là, je vais dire ainsi. Par passage à la limite... Alors, c'est quand même important. Je vais mettre ça en couleur parce que c'est quand même l'idée clé, là. Par passage à la limite... lorsque n tend vers plus l'infini, je veux dire qu'on obtient par opération sur les limites, parce que je fais des sommes et des produits de limites, donc je dis que la limite d'une somme, c'est la somme des limites, que la limite du produit, c'est le produit des limites. Donc je parle de la propriété bien connue des lycéens d'opération sur les limites. Et surtout, l'intérêt, c'est de citer la question 4b. Je vais dire que j'ai L carré moins 3L plus 1 qui vaut, et là, petit détail si j'ai envie, L carré fois 0 moins L fois 0 moins L fois 0 égale 0. Et là, il ne reste plus qu'à déterminer les racines de ce truc-là. Donc, on est parti. On va faire un petit discriminant hein, des familles. Je veux dire que le discriminant associé à cette expression, puisqu'on ne peut pas parler de polynôme, je veux dire que c'est le discriminant d'une expression polynomiale, après tout, pourquoi pas. Je veux dire que c'est, et je l'introduis comme ça, je veux dire que c'est delta qui vaut b carré moins 4ac,
Donc ça fait 9 moins 4, ça fait 5. Pourquoi je mets ça à la ligne? C'est un peu abusé quand même, non? Delta égale 5. Et donc, en fait, je vais dire que L carré moins 3L plus 1 égale 0. Ça équivaut à dire que, et là c'est parti pour l'horreur, hein, je vais le factoriser directement, ça veut dire que L appartient à... Pourquoi factoriser? Ça sert à rien. L appartient à... ça moins racine de 5 sur 2. Et l'autre, 3 plus racine de 5 sur 2. Donc il y a deux solutions. Et on va pouvoir en éliminer l'une des deux. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous savez, quand on a démontré que la suite elle convergeait d'après le théorème de la limite monotone, on s'était dit, attention, la limite elle est dans 0,1. Mais ça n'appartient pas à 0,1. Hein. Donc en fait, la seule solution possible, c'est celle de gauche. Donc ça je vais la disqualifier dès que je peux. Alors si je suis pressé, je ferai ça sur une copie. Hein. Mais je vais dire, or, pour tout n dans n étoiles, j'ai un qui est dans 0,1. Donc sa limite appartient aussi à 0,1. Or, la deuxième solution, je vais mettre un or, donc je vais dire comme la deuxième solution n'appartient pas à 0,1, puisqu'elle est strictement plus grande que 1. Je vais dire cela permet de conclure, on en conclut que la limite de cette suite, c'est 3 moins racine de 5 sur 2. Voilà. Ouais. Non, pas le nombre d'or pour cette fois. Malheureusement, on peut pas tout avoir dans la vie. Et voilà qui termine en 1h30. Je dirais qu'on a passé à peu près 1h30 pour faire ce premier exercice des decks. Sachant que, par contre, je vous ai dit, ouais, il faudrait le faire en 1 heure. Je pense qu'il faut blaster plus que ça. Hein. Faudrait y aller... Alors après, sachez que pour avoir 20 les decks, il ne s'agit pas de faire 100% du sujet. Hein. Ça, c'est aussi des informations importantes. Pour les decks, avec 70% du sujet, en fonction des années, vous avez un 20 sur 20. Donc ça, c'est important à savoir. À l'EML, il faut en faire un peu plus, par contre. À Écrit-Com, c'est un peu moins, des choses comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que déjà... pour moi, c'est un exercice, pas qu'on peut ficher, si vous voulez, mais c'est vraiment l'exercice qui aide à comprendre les choses si on n'est pas très autonome. En fait, on peut vraiment se dire qu'on aurait pu faire beaucoup de choses tout seul, quoi. Par exemple, démontrer que la suite UN converge, quand on a une suite implicite, on sait que ça vient souvent d'une stricte monotonie de Fn, parce que l'inégalité sur les éléments de la suite, je vais l'obtenir en comparant leurs images. Et donc ça me permet de me débloquer tout seul. Je ferai tout seul la question 1A, je ferai tout seul la question 2C et la question 2D. Par exemple, vous pourrez les grouper par grappe. Si on me demande l'expression de Fn de x sans symbole sigma, ben ça veut dire qu'on arrive à calculer la somme des k x puissance k. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut m'évoquer comme somme? La seule chose que ça peut m'évoquer, c'est une somme de termes des suites géométriques. Donc pareil, les questions 3A, 3B, 3C, elles peuvent se grouper, très honnêtement. La question 1C, question 4A, je l'aurais fait de toute façon de ma propre initiative. Calculer U1 et U2, vous voyez, la première chose que j'ai notée sur ma copie, c'est F1 de x égale x, F2 de x est égal x plus 2x carré. Donc de toute façon, je l'aurais fait, je ne vais pas les attendre pour avoir des contrôles de mes résultats. Et enfin, peut-être que le truc un peu difficile, oui, c'est de jouer en fait sur cette dualité d'écriture entre Fn de x qui est d'un côté une somme, et de l'autre côté, cette expression sans somme qui permet en fait d'obtenir une très belle égalité vérifiée par UN et qui permet à terme de faire tendre n vers plus l'infini. C'est vrai que là, il y a quand même un peu d'idées, notamment coincer UN entre 0 et 1,5 de manière à obtenir des limites nulles. Et oui, ça c'est... Ce serait certainement guidé, mais ce que je veux dire, c'est que ce sujet qui est découpé en 14 questions, je pense que d'autres années, il peut être donné sous d'autres formes, en peut-être 9 ou 10 questions.
et que vous pouvez vous entraîner à le faire en 4 ou 5 pour résumer l'exercice, quoi. Si vous voulez gagner en autonomie, c'est vraiment une pratique que je recommande allègrement, quoi.